Salam alaikum Zoul, bonsoir. Ce n'est pas de la superstition, je crois, que de dire que les peuples sont comme les individus, qu'eux aussi ont leurs années de vaches maigres et celles des vaches grasses. C'est le cas de l'Algérie qui a connu tant de malheurs, dont le peuple a été enchaîné si longtemps, opprimé, meurtri dans sa chair, dépouillé de ses biens, pris en otage par ceux-là même, sortis de ses flancs pourtant, et qui se transformèrent en ses bourreaux. Mais l'aube est là, enfin, venue après une si angoissante nuit. La chance est revenue, et les beaux jours aussi. Le mur de la peur est tombé. Le cours de l'histoire va bientôt retrouver son lit naturel. Et l'état de droit, ce vieux rêve de tous les Algériens, est déjà à portée de main. Il est pour demain. Et quand la chance revient, si on peut dire, c'est par flot entier de bonheur, de joie et d'heureux événements, de toutes sortes, qu'elle se manifeste. Cela a été le cas hier, 22e vendredi de la révolution du sourire. La chance et la joie ont encore été au rendez-vous. Malgré les pressions, les intimidations du régime et ses accusations de trahison à l'encontre de quiconque dénonce l'emprise de la junte sur le pouvoir, les Algériens sont sortis en millions avec des slogans qui ne laissent plus de doute sur la détermination du peuple algérien, sur ses profondes et très légitimes aspirations. Chab yurid al-istiqlal, doula madaniya machi askariya, tarhlou ga. Et je traduis, le peuple aspire à l'indépendance. République démocratique et non régime militaire. Vous dégagerez tous. Le soir venu, le soir du 22e vendredi, juste après les grandes manifestations, vint la finale de la Coupe d'Afrique. Et dès les 2 premières minutes du match, quand je vous disais la chance, le talent et la chance offrirent un magnifique cadeau à un pays qui gardait son souffle. Le but qui allait faire exploser de joie des millions d'Algériens dans le pays et partout dans le monde où vivent nos compatriotes. Mais pas seulement. Chez nos frères marocains et tunisiens aussi, ce fut l'allégresse. Pareil à Gaza, où s'est produit une joie juste indicible. Nous allons vous montrer des images tout à l'heure. En France, grosse, très grosse déception, malheureusement, pour les Cassandres et oiseaux de malheur de toutes sortes, qui avaient fait craindre que les supporters algériens allaient tout casser. Les supporters algériens qui vivent en France, qui avaient fait craindre que ces Algériens de France allaient dévaster leur pays, allaient l'envahir, qu'ils allaient le piller. Ça s'est merveilleusement bien passé. Civisme, transport de joie, bonne humeur et ambiance bon enfant. Les racistes et autres extrémistes qui font leur fonds de commerce sur le basané en resteront pour leurs frais. Nous sommes désolés pour eux. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, des centaines de milliers de nos compatriotes sont allés attendre leur équipe à l'aéroport et surtout le trajet que les champions allaient prendre et dans tous les quartiers de la capitale. Bien sûr, les représentants du régime étaient là, qui voulaient récupérer la victoire des fils du peuple. Mais ce fut pathétique. De la même manière que cette sortie de ce général, attaché militaire, je crois, de l'ambassade algérienne au Caire, qui s'afficha ostentatoirement dans ce stade égyptien en grand uniforme pour Zama féliciter les joueurs, qui lui réservèrent un accueil glacial. Dans le même temps, pendant que le peuple algérien, comment dire, tutoie la chance et le bonheur d'être, le régime n'en finit plus de se trémousser dans ses contradictions, dans ses propositions malhonnêtes, qui nous transmet via ses nervis, et jusque dans
le rôle de grand justicier contre la corruption qui s'était taillé sur mesure pour la circonstance, puisque dans le même temps qu'il continue d'incarcérer nos compatriotes, et parmi eux l'authentique Moujahid Lakhdar Bourga, il fait libérer par sa justice, justice aux ordres, les enfants de ses barons et autres baronnets. Oui, il a fait libérer les fils du général Hamel et celui de l'ex-premier ministre Abdelmajid Tebboune. Ce sont là autant de signes des effets très significatifs d'une révolution en marche, qui met à nu la sinistre réalité d'un régime dans le même temps que la séparation s'opère entre le blé et l'ivraie. Des eaux de source qui se clarifient et de la boue qui se dépose. Lendemain de victoire. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Boukhalifa Ben Mamar, militant des droits de l'homme. Boukhalifa, merci d'être avec nous. Merci Jamal. Bonsoir, bonsoir notre invité. Bonsoir à tous vos auditeurs et téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Merci. Ça fait un bail, Boukhalifa. J'étais venu la semaine dernière, j'y avais réussi, mais bon, c'était pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais c'est toujours un plaisir de venir. C'est un plaisir pour nous aussi. Alors, mon ami Yahya Bonouar, ils ont mis Bonouari. Allez, Bonouar. Mon ami Yahya Bonouar qui est avec nous, journaliste, confrère, militant pour les droits de l'homme, pour le militant politique.
Merci d'être avec nous, Yahya. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Merci. Alors, au téléphone, nous aurons Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme depuis Alger. Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Allô? Allô, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Zulf Laouen, bonsoir. Bonsoir Sibou Khalfa, bonsoir Yahya, Ami Jamal et à tous les auditeurs présents. Merci beaucoup. Alors, et Jamila Harshawi, qui est avec nous au téléphone depuis Montréal, au Canada. Jamila Harshawi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Puis je vous salue tous, vos invités et vos auditeurs et vous également. Merci beaucoup. Alors, par quoi on va commencer? Il y a tellement d'événements qui se bousculent, des événements heureux. Hein? Qu'est-ce que vous diriez si nous commencions par la réception à Alger de l'équipe nationale à son retour à Alger? Ça vous va? On va voir quelques images. Désolé, ça arrive, hein, c'est comme on dit, les aléas du direct. La régie va essayer d'arranger les choses. Alors, pour Khalfa, donc aujourd'hui, les joueurs sont revenus avec un régime qui essaye coûte que coûte de récupérer. Il a essayé de récupérer au Caire, où il a fait quelque chose d'absolument incroyable. Il a envoyé un général, l'attaché militaire de l'ambassade, descendre sur la pelouse, féliciter les joueurs. Il a brûlé la politesse à Ben Saleh lui-même. Hein? Alors c'est pathétique. C'est pathétique à plus d'un titre. On voit un système qui est quand même en décomposition, puisque même sur le plan protocolaire, c'est un système qui n'arrive même plus à assurer le minimum, d'une part. Et d'autre part, ça montre aussi la vision qu'a le système du monde qui lui est extérieur. Donc c'est un système à la fois qui se décompose, mais qui est dans un état de décomposition avancé. Mais vraiment, c'est le sens de l'altérité chez ce système, que ce soit les citoyens, que ce soit les us, que ce soit les coutumes. On aurait voulu lui faire du mal, le piéger, qu'on n'aurait pas fait mieux. Lui-même décide, on imagine que ce général ne s'est pas rendu de son propre chef. Il ne peut pas prendre une telle initiative. C'est-à-dire qu'on lui a demandé en très haut lieu de l'état-major d'aller descendre sur la pelouse, féliciter les joueurs. Donc ils ont montré au monde entier que l'Algérie est sous régime militaire. C'est incroyable. Vous savez, le propre des systèmes qui sont un peu comme le nôtre, vous relisez George Orwell 1984 oui. Avec Big Brother, vous allez retrouver la même chose. C'est-à-dire que les consignes ne sont pas écrites, elles sont suggérées, et puis vous aurez toujours des nervis qui vont faire de l'excès de zèle. Et des fois, donc... Vous pensez que c'est un excès de zèle qui n'a pas reçu une instruction très précise? Non, je ne pense pas, puisque dans un état de décomposition, beaucoup de ces nervis pensent qu'il va y avoir une recomposition. Oui. Donc, quand il y a une recomposition... Il se rend compte, il se rend dans les pelouses, sous les caméras du monde entier, à féliciter les joueurs, d'ailleurs qui pissent très froid, hein, il le regarde de travers carrément, et lui, tout content là, il essayait de serrer la main. Et le monde entier regarde un général de l'armée algérienne en train de féliciter les joueurs à la place du pseudo-chef d'État. Bah, vous savez, moi j'ai échangé avec quelques journalistes étrangers ici, pas plus tard que ce matin à Paris. Ils m'ont dit, beaucoup de gens pensaient que c'était une postiche. Ah. Ils s'en demandaient à un moment donné, même les joueurs, certains joueurs algériens, qui ont fait des confidences, ont été surpris, pensaient que c'était un canular. Un canular. Ils ont envoyé quelqu'un qui a acheté un costume au bal masqué. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis vous savez, de toute façon, l'une des armes qui restait aux Algériens pendant les années 60 ou 70 et 80, c'était de tourner le système en dérision. Alors là, il n'a demandé à personne. Il s'est tourné lui-même en dérision. Mais encore une fois,
ça vous renseigne un peu sur l'état d'esprit qu'il y a chez les nervis du système de faire de l'excès de zèle. Généralement, l'excès de zèle, que ce soit dans les... voilà, là, à la limite, c'est l'image de l'Algérie qui prend un coup par rapport à ce je ne pense pas, je dirais plutôt c'est l'image de la junte, de l'oligarchie militaire qui prend un coup. Les Algériens, ils ont été admirables de bout en bout. Bien sûr, l'image de l'Algérie telle que eux, ce ne sont pas l'Algérie, eux, ce sont la mafiocratie qui a pris l'Algérie en otage. Nous le disons sans embâche et sans ambiguïté aucune. Aujourd'hui, la totalité des Algériens l'assument, y compris... et vous avez des gens qui étaient dans le système il y a 2 ans, qui se sont fait éjecter, qui aujourd'hui tentent de se faire une place... chez le petit peuple, parce qu'ils savent pertinemment que même s'ils échappent à la justice telle que traditionnelle, mais ils n'échapperont pas à la justice de l'histoire. Alors nous allons voir des images d'Alger, puis nous allons voir l'image de ce militaire, et dans le même temps la déclaration d'un joueur, ce qu'il a dit à ce sujet à peu près, puis je reviendrai à vous, Yahya Bonouar, et à nos autres invités. Aujourd'hui, et là, c'est le général en question, au Caire, qui est descendu féliciter les joueurs. Regardez, comment il s'appelle le joueur qui est à droite? Algerian people in Algeria. C'est lui qui parle, hein, écoutez bien. Been an example for the eyes of the world with those manifestations, peaceful manifestations that they did since the last few months. And from that, we wanted to give them this cup. I think, obviously, in this African Nations Cup, I think we deserve this cup. We've been exemplary, and it's a kind of hirak for us. So we are really happy with that, and we're going to enjoy. And I want to thank all these fans who came here, and the Algerian fans all over the world, and everyone who supports us as well. I think it's been a great African Nations Cup here, and thank you. Alhamdulillah. اللي قدرنا نفرحوا الشعب اللي كان خاصاته فرحه كيما هذه مع لي مومون اللي جازوا فيهم. الشعب تاعنا يستاهل كلش، يستاهل غير الحاجه المليحه. ان شاء الله بلادنا تبقى دائما مليحه، ماشي غير في السبور، في كاع لي دومين كامل. ان شاء الله هذه يكون كود بوس باش البلاد تسقم، باش لا جوناس تاعنا تلقى روحها مليح. حنا ما باليش، حنا ولاد الشعب ثاني، نحسوا بالشعب. بالك اللي ابتدي يطايل الشعب ما يديرون بالك. حنا كومونتير صغير نقراوه افون الماتش بدارير الماتش. الحمد لله لازم نحافظوا على الواجوناس تاعنا سيرتو. ربي ما فيه غير الخير. جانا نطرينور ان بريزيدون يمدوا كل واحد حقه. الحمد لله دوكا رانا شغل جزء من هذا التتويج. الحمد لله يا ربي، وان شاء الله ربي يدوم الفرحه، وان شاء الله دائما الشعب يكون مليح. ان شاء الله. شوف الشعب الجزائري سونز اكسبسيون، شوف اللي كان هنا اللي ما كانش، اللي هو مريض، الحمد لله يعطيهم الصحه. الحمد لله الحمد لله. Guedioura et Belamri qui ont donc commenté, ils parlent de Hirak, hein, ils parlent de Cheb, hein, ils ont carrément, clairement opté pour le camp du peuple, leur peuple. Quand on regarde notamment les 2 joueurs, on comprend l'esprit de la révolution. Ils sont animés par l'esprit de la révolution qui se déroule en ce moment en Algérie et qui va impacter l'histoire mondiale. Il faut le dire, et beaucoup le disent déjà. Ensuite, on voit, pour revenir au général, c'est affligeant, c'est-à-dire où il a pris lui-même l'initiative, et il faudrait le relever, où on lui a donné des ordres, et donc ça nous renseigne sur l'état d'esprit, la psychologie militaire, militariste, du commandement militaire qui dirige... À ce point, à courte vue, à ce point qu'il ne peut pas évoluer que la présence d'un général sur la pelouse qui prend la place de leur chef d'État, de leur pseudo-chef d'État, est un aveu que c'est un régime militaire qui est à la tête de ce pouvoir. À ce point, ils ne peuvent pas calculer ce genre de réaction. Quand on voit comment, depuis 3 mois, ils dirigent, c'est une nullité politique. Ils ont tout échoué. Ils se sont enfermés dans le 102. Tout le monde leur disait c'est une impasse. Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont sorti l'histoire de l'emblème. Ils ont sorti les camions à eau, les camions à son, bloquer les rues, frapper, embarquer, emprisonner, tout.
absolument tout ce qu'il ne fallait. Des initiatives qui ont fait pchit dès le lendemain. Voilà, donc ils ont tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Au moment où ils appellent au dialogue, ils arrêtent Bourga et des jeunes, ceux qui bloquent le dialogue alors qu'ils veulent le dialogue. Ils sont d'une nullité politique incroyable. Au fait, Ghermoul est sorti de prison. Il a purgé sa peine. Haj Ghermoul a été arrêté le 29 janvier. Il a fait ses 6 mois. 6 mois, moins 9 jours. Donc on est le 20 juillet. Il a purgé sa peine. Il a purgé sa peine, donc il a mérité rien du tout. Il a purgé sa peine pour on ne lui a pas fait de cadeau. Aucun cadeau. Et je vous rappelle qu'il a été condamné pour avoir brandi un cadre où il y a non au 5e mandat. C'est tout. Il avait fait ça le 27. Il a été arrêté le 29. Il a fait le 27 janvier, un des premiers, si ce n'est le premier, à s'être opposé publiquement au 5e mandat. Mais donc, voilà, on a un commandement militaire isolé au fond d'une impasse et qui multiplie les erreurs. Et surtout, ça c'est terrible. Hein, l'accueil de l'équipe nationale, place du Premier ministre. Alors là, on est passé impressionnant. Là, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire, de la même manière que les Algériens se sont réappropriés la fête de l'indépendance, le 5 juillet. Oui. Ils viennent de se réapproprier le football. Jusqu'à présent, c'était le régime, le pouvoir, qui utilisait les victoires, l'opium des peuples. Ouais. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se voit. Ils se sont réappropriés cette équipe. Spirit Révolution, l'esprit de la Révolution. Et aujourd'hui, hier, on discutait avant le match, les gens essayaient de savoir ce serait bien qui gagne ou qui perde, de quel intérêt. Et on a conclu que qui gagne ou qui perde, c'était au profit de la Révolution et non plus de au profit... toutes les façons. C'est fini pour eux. Aïssa Rahmoun, finalement, ce que nous dit Yahya Bounoir est très, très sensé. D'habitude, le régime se sert du football tout azimut hein, pour nous endormir, nous, comment on dit, avant l'opération, on injecte quelque chose à quelqu'un qui dort. Pour nous anesthésier, pour nous diviser même. Et là, finalement, même le football est devenu un élément qui rassemble, qui stimule, qui donne de l'enthousiasme et qui stimule réellement la révolution. Oui, tout à fait. Je pense en fin de compte que toutes les tentatives du pouvoir visant à discréditer, à marcher dans la contre-révolution pour faire éteindre l'élan révolutionnaire populaire sont vouées à l'échec. Il faut savoir qu'on est en 2019 et que les réseaux sociaux, l'esprit de la jeunesse et cette hargne de vivre, de s'épanouir dans une Algérie plurielle est le credo de notre jeunesse. Allô? Écoute, Aïssa Rahmoun. Allô? On vous écoute. Allô? Oui? Oui. Et sur ce fait, moi, je voudrais revenir sur ce que Boukhalifa Belmamara a dit, et je partage entièrement. Vous savez, quand on organise une compétition, une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, compétition internationale ou continentale, on prépare toutes les infrastructures nécessaires, toute la technologie, tout le travail marketing, tout le travail d'organisation nécessaire, et à la fin, on met une mascotte sur l'organisation. Je dirais que le chef de l'État est la mascotte du pouvoir en place. Mais cette mascotte a fini par être trahie, doublée, ou plus que ça, présentée à l'opinion internationale, à l'opinion nationale, qui est en train de compte comme Kemer Koulouj Jmaat Msila. Khaddam Hazam. C'est un tâcheron, il a une tâche à mener. Il a pris, comme on dit chez nous en Kabylie, tâche, les ceintures, et sa mission se réserve à ça. Donc, Hadek Khaddam Hazam, qui était doublé, qui était trahi, qui était dépassé, paramilitaire, pour les jeunes Algériens, c'est un non-sens. Parce qu'en 2019, tous les Algériens transmettent ce message qui est le message de 62, qui est le message du coup d'État sur le GPRA.
que l'Algérie et le pouvoir réel en Algérie, c'est la caste militaire. Et en fin de compte, force est de constater qu'en 2019, il y a un seul dialogue, il y a une seule bipolarité qui peut exister. Et cette histoire de général qui vient s'afficher tout seul comme un grand et qui démontre à la face du monde entier que ce sont les militaires qui tiennent le pouvoir en Algérie? Bon, il peut s'adresser à qui veut l'entendre, à qui veut le voir. Mais le plus important, c'est cette image qui fausse réellement l'envie du système, l'envie des militaires de mener un processus de transition, une passation de témoins vers un État civil, un État démocratique. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vit ici en Algérie, à travers les discussions qu'on a avec les jeunes, avec les organisations, les représentants des partis politiques et des ONG qui sont impliqués dans la révolution et des jeunes, entre autres, c'est qu'en réalité, voilà le système qui se découvre, qui se dénude, qui se met à nu. Toutes les tentatives à vouloir manipuler cette force révolutionnaire, et je suis tout à fait d'accord avec Sihia qui disait que l'esprit de la révolution, il y a aussi l'esprit de l'indépendance. Parce que réellement, de 62 à nos jours, effectivement, l'ALN, la glorieuse ALN, a réussi à libérer le territoire, entre guillemets, mais n'a pas réussi à libérer le peuple et l'individu dans sa dimension humaine, dans sa dimension politique, sociale, économique et culturelle. Et restez avec nous, Aïssa Rahmoun, je reviens à vous dans un moment. Jamila Harshawi, sur le même sujet. Ensuite, nous allons essayer d'aller un peu plus vite, à bâton rompu, pour parler de plusieurs points. Jamila Harshawi, donc sur le retour de l'équipe nationale en Algérie, sur la présence très curieuse de ce général qui s'est carrément substitué au pseudo-chef d'État qui était parti au Caire pour représenter le pouvoir algérien. Vous savez, j'ai comme l'impression en fait que derrière cette image donc de ce militaire, cet attaché militaire qui s'immisce de tout en fait, en quelque sorte, il y a une volonté derrière ça de banaliser ou plutôt de décomplexer l'image de ce militaire qui s'immisce dans tout, en fait. C'est-à-dire, dans l'opinion, en fait, ils ont envie de transmettre ce message-là, que le militaire, c'est tout à fait normal, qu'il se mêle de tout. Ils essayent de nous donner une autre, une autre conception de ce qu'est un État militaire. Quand on entend une personne qui soutient justement Gaïd Salah qui vous dit on n'est pas dans un État militaire, c'est faux. C'est-à-dire qu'elle essaye en fait ils sont le prolongement du discours de Gaïd Salah. C'est un peu comme s'ils nous disaient, eux, pendant que le peuple dit Doula Madaniya Machi Askaria, c'est un peu comme s'ils étaient venus aujourd'hui, hier, nous dire Doula Askaria Machi Madaniya. Ben oui, et puis c'est ce qu'ils veulent nous dire, et puis en fait, hein, on sait très bien qui ramène, donc qui fabrique les princes depuis 62, qui a tué Boudiaf, tout ça, mais là, on vient nous raconter des histoires à dormir debout en nous disant que il est arrivé un moment où Gaïd Salah s'est retiré de la Isaba, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si, par un coup de baguette magique, il s'est réveillé, puis off, d'un coup, il a essayé de se retirer, de se détacher. En fait, c'est ce qu'elle emploie, cette personne. Il s'est détaché de la Isaba au moment où cette Isaba pillait. Moi, je me demande si c'était Ben Mehdi qui était à la place de Gaïd Salah. Est-ce qu'il peut, c'est-à-dire, est-ce qu'on imagine Abid Ben Mehdi, mettre sa conscience off au moment où la Isaba est en train de s'amuser, c'est-à-dire du sort de millions d'individus de l'Algérie comme étant un jouet entre leurs mains. Alors, au sujet de l'accueil qui a été réservé à l'équipe nationale à Alger? Vous savez, l'accueil qui a été réservé, donc j'ai pas vraiment vu cette nous allons voir les images, nous allons les afficher au cas où vous avez un écran devant vous. Mais allez-y, c'est énorme, énorme, surtout le parcours, un peu partout à Alger, au centre-ville, et surtout place du 1er mai, où ils étaient littéralement des millions. Nous allons voir les images. Oui.
Cela s'inscrit justement dans, comme l'a dit Yahya Benouar, dans l'esprit de la révolution. D'ailleurs, ils ont tenu à le marquer, à insister dessus, les joueurs, quand ils ont chanté la chanson phare de la révolution qui est la liberté. Et qu'il y a aussi les joueurs comme Gdiora qui a dit que c'était un cadeau qui va dans le même sens que la révolution. C'est clair. Donc ils se sont en fait la révolution et tous ceux qui ont joué, en fait les joueurs, ils ont été animés de cet esprit de la révolution. C'est clair, on ne peut pas le nier. Oui. Une précision. Oui. On vient de l'envoyer. Ce n'est pas un général, c'est un colonel. Ah, d'accord. Voilà. Comme on est nul. Colonel attaché militaire près de l'ambassade. Voilà. D'accord. Moi, je ne connais pas les grades des... Moi non plus. Voilà. Et toi, c'est tant mieux. Hein, je connais à peine celle de caporal, caporal-chef, sergent. Voilà, c'est pas très intéressant. Moi, j'avais une étoile. Toi, vous étiez aspirant ou lieutenant, donc ça va. Aspirant. Alors, cette joie a été partagée par nos frères au Maroc, en Tunisie, et un peu partout par des pays arabes ou dits arabes qui sont proches de nous, par la culture, par la langue, partout. Et aussi, nos frères palestiniens, nous allons voir ces images, Maroc, Tunisie, Palestine, et tenez-vous bien. Tire à balles réelles en plein ciel. Tout Alsace est enflammé. Pour les fenêtres. Et il faut dire que les Palestiniens aiment beaucoup les Algériens et les Algériens le rendent bien. Regardez le joueur Froli, aujourd'hui, à son retour au-dessus du bus qui les transportait, regardez ce qu'il brandit. Froli, regardez. Nous allons regarder des images de Tunisie. Alors, Tunisie ou Maroc? Allez. Maroc. Ah non, ça c'est Tlemcen, ça. Alors, désolé, nous sommes vraiment désolés. Nous allons vous les montrer, des images du Maroc et de Tunisie. Alors, mes chers amis, nos voisins, c'est quasiment... Alors, autre chose. En France, où donc tout le monde... Toutes les chaînes de télé de France, les journaux, les radios, c'était quasiment l'état d'alerte. Et c'était quasiment état d'exception. Déploiement des troupes, de police, de trucs. Et même certains arrêts de bus, de métro. Et finalement, ça s'est très bien passé. Nous allons voir aussi des images des manifestations en France. Nous allons les voir dans un petit moment pour que ça se prépare. Et puis, non, des images de France d'abord. Et puis, nous verrons qu'après les manifestations, ce qu'ont fait les Algériens quand ils ont fini leur manifestation. Est-ce que les images de France sont prêtes? Les images de France. Ça, c'est l'image de ce qui s'est passé après les manifestations. Nous allons vous montrer les images des manifestations en France. Ça, nous allons vous les préparer pour tout à l'heure. Mais ça, c'est les images après les manifestations. Les manifestants sont descendus dans la rue. Partout où ils sont passés, ils ont nettoyé. Et nous allons voir maintenant les images du Maroc.
الكاس ديال الجزائر. انا مغربي راني نحب الجزائر بزاف، راني نعشقهم من 2010. الحمد لله على الكاس. عقوبه لينا حتى حنا نتمناو المنتخب المغربي الكاس الجاي يدي علاش لا حتى حنا نفرحوا. الحمد لله راه خاوه راه كيف الجزائر كيف المغرب كيف توانسه كيف المصريين راه حنا خوت. ومبروك الجزائر مبروك الجزائر مبروك الجزائر على هذا الرباح. الحمد لله دينا لا كوب الحمد لله ديما الجزائر الحمد لله. مبروك المنتخب الجزائري مبروك عليهم. احنا خاوه الحمد لله وديما نبقاو خاوه ومبروك عليهم. 1 2 3 Alors, Tunisie, Carthage. À Carthage, en Tunisie, ils ont interrompu une soirée pour ramener un choral et faire donner l'hymne national algérien, chanté en chœur par tout le monde. Alors, mes chers amis, finalement, le Grand Maghreb est en train de se faire à la faveur de la révolution du sourire, comme on dit. Cette révolution, je le répète, a un impact non seulement sur notre région, mais sur le monde entier. Elle est en train d'impacter l'histoire du monde. Et quand on voit la réaction des Marocains, des Tunisiens, des Mauritaniens, on les a oubliés, des Libyens, ils attendent tous avec espérance que cette révolution aboutisse parce qu'elle va les libérer eux aussi. Et c'est pour ça que les Émiratis et les Saoudiens mettent le paquet parce qu'ils ont peur de la contagion. À l'inverse, voilà, les spécialistes de la contre-révolution, des princes et des émirs et qui se prennent pour on ne sait plus quoi, ont compris que la réussite de la révolution algérienne va libérer toute la région, en tout cas de l'Afrique du Nord au moins, et notamment l'Égypte, qui croupit sous une dictature terrible, sanglante. Donc, on est en train et on a aussi en Algérie qui veulent que cette révolution échoue. Ils essaient, on regarde, on voit leurs manœuvres tous les jours, et le peuple algérien a réussi jusqu'à présent à passer tranquillement et à éviter tous les obstacles qu'ils sont en train de mettre. Et cette révolution, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, va réussir parce que c'est le sens de l'histoire. Ils ne peuvent plus aller à contresens de l'histoire. Ils peuvent le retarder, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais on est déjà à près de 5 mois de révolution et elle ne s'arrêtera pas tant que les Algériens n'auront pas récupéré leur souveraineté et n'auront pas entamé l'édification d'un nouvel État, celui dont rêve cette nouvelle génération. C'est quelque chose qui va se faire, que les militaires l'acceptent ou pas, ça n'y changera rien. Au contraire, ils peuvent le faire et que ça se passe tranquillement, et ça peut se faire et qu'ils terminent tous en prison. Qui aurait cru, ils doivent réfléchir à ça. Celui qui est considéré comme un dieu, eux, surtout les militaires, il est en prison. Celui qui les terrifiait, Saïd Bouteflika, est en prison. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui dirige Gaïd Salah, le patron du DRS, doivent réfléchir, regardez où sont ceux que vous considérez comme des dieux, regardez. Et Gaïd Salah ne les a pas mis en prison pour les meurtres, non. Il les a mis en prison parce que le peuple algérien a poussé Saïd et Toufik à manigancer contre Gaïd. Mais c'est la pression du peuple qui les a poussés, sinon ils étaient tranquilles. Donc évidemment, il s'est défendu. Mais la pression populaire va se poursuivre. Et s'il continue à faire des erreurs, s'il continue à refuser de remettre le pouvoir au peuple, ils finiront tous en prison. C'est une promesse révolutionnaire. Khalfa. Oui. Moi, je voudrais juste revenir rapidement sur les premières images qu'on a vues. Il y a quelque chose qui m'est revenu
Georges Habash, un des révolutionnaires palestiniens, avait dit quelque chose à ceux qui, du monde dit arabe, une notion que je conteste sur le plan anthropologique, qui disait que le meilleur service que rendraient ceux qui défendent la cause palestinienne était de changer leur régime. Ouais. C'est quelque chose qu'il a dit il y a très longtemps. Ouais. Très Il longtemps. ne pouvait pas mieux dire. De toute façon, ce qui se passe aujourd'hui chez nous est édifiant à plus d'un titre. Non seulement ça va dans le sens de l'histoire, mais on a une affirmation d'une unité anthropologique de l'Afrique du Nord. Moi, je récuse le terme Maghreb, parce qu'il ne veut rien dire, il ne renvoie absolument Moi je ne suis pas d'accord avec vous, mais on va en discuter tout de suite. Moi, je préfère m'en tenir à une réalité anthropologique, qui est celle que... Moi, j'ai été en Tunisie, j'ai été en Maroc. Oui. Je partage cette unité, je la ressens, je la vis, je la ressens. Oui. Même quand je lis les auteurs tunisiens, les auteurs marocains, y compris certains auteurs mauritaniens, je me retrouve dans cet univers qui est le mien. Je n'ai pas une vision exclusive, mais je découvre même une certaine culture égyptienne, je la découvre, elle n'est pas à moi, en dehors de celle qui nous a été imposée depuis les années 60 et 70, dans les programmes télé, dans les tentatives, lorsque, entre parenthèses, je dis le mot « mais », sans qu'il ait cette dimension péjorative, quand on a voulu faire de l'arabisation au rabais, on a fait venir des masses d'enseignants du Caire, pour certains qui n'avaient pratiquement aucune qualification. Ça a donné l'homme nouveau que Boumedienne promettait. Eh ben, on a vu le résultat. Mais tout ça combiné au rapport qu'on a à l'histoire. Ça donne aujourd'hui... La génération d'aujourd'hui, elle a un rapport à l'histoire qui découle de sa propre histoire. Parce que nous avons été dépossédés de notre indépendance. Il y a un goût d'inachevé depuis 1962. Et c'est quelque chose qui s'est transmis de façon filiale chez nous. Il n'y a pas un foyer algérien où il n'y a pas eu ce sentiment d'inachevé au lendemain de l'indépendance. Oui. Toutes les strates sociales ont été dépossédées de quelque chose. D'où ce qu'on retrouve dans la rue, lien entre cette génération et l'Arabi Ben Mehdi, ces photos d'Idouche Mourad. Il y a un saut directement, il tire une espèce d'énergie de ceux qui ont libéré ce pays. Bien sûr, et la double mystification historique supervisée personnellement par Boumedienne, parce que lui, n'ayant aucune... il a eu son grade de colonel sans avoir tiré une arme, même pas plutôt tiré une balle, il se retrouve tapis dans l'ombre en attendant. Tout ce qu'il a fait au lendemain de l'indépendance, c'était de justifier sa présence à la tête de l'État. Sans plus. On a rendu le peuple anonyme, on a rendu l'histoire anonyme. Donc, beaucoup d'Algériens, depuis 20 ans, ont découvert des références. L'Arabi Ben Mehdi à Ben Ramadan, c'est des références. Ailleurs, sous d'autres cieux, en France, on parle de Jean Moulin comme étant une icône. Bien sûr. Mais chez nous... Mais sinon, au sujet de Grand Maghreb, il y a comme un conflit larvé qui, justement, prend comme prétexte ces aspects anthropologiques, culturels, linguistiques et autres. Mais en fait, le Grand Maghreb, je ne dis pas le Grand Maghreb arabe, je dis le Grand Maghreb des peuples, encore que arabes aussi, de nos peuples s'identifient à une certaine arabité relative. Nous ne sommes pas des arabes génétiquement, encore que nous avons une très forte communauté en Algérie, en Tunisie et un peu au Maroc, qui est réellement d'origine arabe. Oui, pour qui connaît l'histoire des Beni Hillel et Soleim, c'est-à-dire ceux qui disent aujourd'hui il n'y a pas d'Arabes dans ce pays, il n'y a que des Berbères plus ou moins arabisés, mais c'est un très long débat. Mais je voulais juste dire quelque chose. Ça veut dire que généralement, Grand Maghreb, en fait, ce que les gens ne savent pas, encore que moi je ne récuse pas mon appartenance arabe. Je suis un arabo-berbère et je le clame haut et fort. Mais sinon, le Grand Maghreb, ce n'est pas par référence au monde arabe. C'est par référence au monde musulman. C'est le Grand Maghreb, le Maghreb, l'Occident, c'est l'Occident du monde musulman. Et nous revendiquons, nous sommes nombreux à le faire, de cette appartenance musulmane, de la même manière que les Français, les Allemands, les Anglais, se revendiquent, même s'ils ne pratiquent pas, même s'ils sont athées,
de leur appartenance judéo-chrétienne. Quel est le problème de dire le grand Maghreb des peuples? Pourquoi faut-il que je dise l'Afrique du Nord? À partir du moment où ça prend une connotation de rejet, une connotation d'exclusion de notre appartenance arabe ou de notre appartenance musulmane. Petit rappel historique. Oui. Les fondements du mouvement nationaliste algérien. Oui. Donc quand en France on a créé avec ce qu'on peut appeler communément des arabo-berbères, comme vous les avez cités, avec d'autres berbères, d'autres moins berbères qui l'ont assumé plus ou moins, on a eu une étoile nord-africaine. Oui. Ce n'est pas une vision exclusive qui s'est affirmée, oui, mais c'est une projection qui s'est affirmée. Absolument. C'est-à-dire qu'on était dans des conditions historiques qui faisaient que la libération d'un pan de cette Afrique du Nord devait fatalement conduire à l'indépendance de la totalité, puisque la vision à l'origine, elle était... Il faut dire ce qu'il en est. Administrativement, l'Algérie est une création de l'État colonial. Oui. Je ne parle pas d'Algérie dans sa configuration géographique actuelle. Voilà, oui, exactement. Donc il y a le royaume marocain et puis vous avez un peu le protectorat marocain d'un côté, le beylik tunisien, là, et ainsi de suite. Mais je reviens au fondement de la matrice, à cette matrice qui a donné naissance à beaucoup de choses. Le mouvement national algérien s'est affirmé là-dessus. Oui, mais moi je ne récuse pas mon appartenance nord-africaine, sauf dans la mesure où elle vient en contradiction avec mon appartenance maghrébine. Alors là, je ne fais pas de prérequis. Justement, j'en arrive juste tout simplement à dire que l'introduction du concept du Maghreb arabe est quelque chose qui est arrivé par la suite lorsqu'il y a eu des dissensions à l'intérieur du mouvement national. Moi, je refuse qu'on dise Maghreb arabe. Oui, mais... Je dis le grand Maghreb des peuples, pour qu'il n'y ait pas de rejet de personne. De ceux qui s'estiment non arabes, et c'est leur droit entier, je ne veux pas les enfermer dans un carcan qui n'est pas le leur. Non, je dis grand Maghreb des peuples. Et c'est une sorte de partage, on fait des concessions de part et d'autre, de façon à... C'est un grand rêve, le grand Maghreb des peuples. Oui, mais pourquoi voulez-vous le transformer en Afrique du Nord ? De façon polémique et de façon exclusive. Non, ne me prêtez pas ce que je n'ai pas dit. Oui, non, moi, je ne réponds pas à Boukhalifa Ben Mammar. Oui, mais je réponds au discours ambiant de certains milieux extrémistes. Je ne suis pas dépositaire de ce que les gens disent. Mais moi, ce que j'affirme, c'est que mon droit de récuser un concept, je l'argumente. Ce n'est pas un souci. Je ne fais pas feu de tout bois. Je sais très bien. Je connais Boukhalifa Ben Mammar et c'est pour ça que je discute très... Voilà, il faut sortir, à mon avis, de la confusion entre arabe et arabisme. Oui. Parce que c'est une confusion qui est entretenue. Et beaucoup, dès qu'on parle arabe, pensent arabisme. C'est deux choses différentes. Moi, je vous propose une chose. On va faire une émission sur ça. Moi, je suis parti. On va faire une émission sur ça parce que l'émission d'aujourd'hui, on va essayer de rester. C'est pour autre chose. Je voulais juste finir par rapport à la question. Oui. C'est-à-dire aussi notre rapport au problème, au conflit du Moyen-Orient. Oui. Soit on a une vision, on se dit où est le compromis, où est la compromission, sans arrière-pensée idéologique, oui, puisque les Palestiniens, dans leur immense majorité, nous disent que la révolution algérienne leur a donné quand même une espérance. Oui. Je pense que depuis un certain temps, c'est eux qui malheureusement nous donnent un peu d'espérance, dans le sens où ils ont été trahis par pratiquement tous les pays de la Ligue arabe, oui, puisqu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas avec un État. Mais les peuples ne les ont pas trahis. Oui, bien sûr. Les peuples arabes ou dits arabes, ou arabo-berbères... C'est là où est le danger. Ou noirs arabes, comme le Soudan, ne les ont pas trahis. Mais c'est là où est le danger. C'est là où est le danger, tout simplement, parce qu'il y a de fait un retour de bâton, parce que la question palestinienne est éminemment instrumentalisée. Absolument. Elle est instrumentalisée. Tout à fait. Il faut dire aussi, vous avez aujourd'hui une tentative de renaissance du mouvement panarabiste sur la base, parce qu'ils ont failli dans la création du grand mythe, qu'ils ont failli avec
avec Jamal Abdel Nasser et la déconfiture des années 80. Donc aujourd'hui, il y a une tentative de se refaire la main, comme on dit, avec ça. Et puis, il faut dire aussi... Moi, je crois que beaucoup de gens que je connais, dont moi-même, nous soutenons les Palestiniens, non pas parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont opprimés. Non, mais parce que on ne les soutient pas parce qu'ils sont musulmans. On les soutient parce que ce sont des gens opprimés. Je reformule juste pour qu'il n'y ait pas je reformule pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je dis, aujourd'hui, vous avez un mouvement panarabiste qui essaye de se refaire la main en essayant d'instrumentaliser la question palestinienne. C'est-à-dire que, au lieu de soutenir les Palestiniens parce que c'est une cause juste, parce qu'ils sont victimes d'une injustice historique qu'il y a lieu non seulement de réparer, mais d'assumer aussi. Vous avez ce mouvement-là, et puis il faut dire aussi que c'est l'histoire, la question palestinienne est un front de commerce pour beaucoup de mouvements islamistes. C'est un excellent sujet d'émission, voilà. On pourra se retrouver pour en parler. Aïssa Rahmoun, j'ai perdu le fil de mes idées. Alors, nous parlions de quoi? Nous parlions de à peu près tout. Là, on devait passer à la suite, puisqu'on avait fait le tour. Voilà. Alors, nous allons d'abord voir les images des manifestations de France et nous allons en parler un petit peu. Et là, nous sommes à Paris, à Barbès, mais ça ne s'est pas passé que dans ce quartier. Ça a été partout, dans toutes les grandes villes françaises, et même les moins grandes. Et dans la joie et la bonne humeur, contrairement à ce qu'avaient prédit certains Cassandres. Nous allons en parler un petit peu. Une chose est certaine, il y a eu 0 incident. Alors, vous disiez il y a eu 0 incident en France. Alors tout le monde s'attendait à l'hécatombe. Il ne s'est absolument rien passé. Les Algériens, mais pas seulement les Algériens, les Maghrébins d'une manière générale, et puis d'autres. Hein, j'ai un ami espagnol qui m'appelle et qui me dit on a gagné. Ouais. Donc voilà, on fait la fête, et tranquillement, très tard. Et pourquoi la réaction a été totalement... Il n'y a pas eu de réaction favorable après que ça soit bien passé. Tout le monde se préparait à monter sur les plateaux de télévision pour commencer à parler des incendies, des casseurs, des ceci, de cela. Or, il n'y a rien eu. Et les émissions ont été quasiment annulées. Il n'y a rien eu. Pourquoi? Est-ce qu'ils aiment commenter que le côté sombre de nos caractéristiques, j'allais dire? Là aussi, on revient à la révolution. Cette révolution, elle a complexé les uns et totalement libéré les autres. Avant cette révolution, les dirigeants algériens eux-mêmes, les Ouihia, les Bouteflika, disaient aux dirigeants européens et à travers le monde que notre peuple, c'est un peuple violent, il n'est pas civilisé, on ne peut pas la démocratie pour lui, blablabla. Et depuis le 22 février, le monde découvre une autre Algérie, pas celle qu'on leur racontait et dont ils étaient eux-mêmes convaincus. Et donc là, ils sont dans le complexe. Ah, finalement... Et quand ils ont vu hier les Algériens nettoyer les rues après leur passage? Aucune image... Et ça leur vient d'Algérie, ça. Voilà. Aucune image... Ça, c'est une pratique qui vient des manifestants d'Algérie. Aucune image sur les télés françaises de ces images-là. Par contre, la semaine dernière, il y a eu quelques petits incidents, ils les ont gonflés. Ah oui. Hier, 0 incident. Les Algériens il y a même eu un incident qui ne concernait pas les supporters, celui de la dame qui a décidé. Oui, à Montpellier, ils l'ont collé aux Algériens, puis ils ont démenti un petit peu timidement. Mais voilà, ils sont complexés depuis le 22 février par ce peuple qu'ils pensaient peut-être
vraiment et légitimement comme un peuple de sauvages et de barbares, et maintenant qui découvrent que finalement ce peuple est peut-être plus civilisé qu'eux-mêmes, plus pacifique, en tout cas ça c'est certain. Il arrive à faire des manifestations en dizaines et peut-être en centaines de milliers de gens sans rien casser. Voilà. Ouais. Et il va falloir qu'ils dépassent ce complexe et qu'ils reviennent un petit peu à de la plus réalité. Sympathiques sentiments. Voilà. C'est assez complexe, au fait. Là, moi, j'y souscris totalement, mais je me permettrai juste d'apporter une nuance. C'est qu'en réalité, c'est une masse humaine c'est pas un bloc monolithique. Absolument. Donc, avec pratiquement, donc, même s'il y a des incidents, à la limite. Voilà. Par contre, ce qui était assez frappant, c'est qu'hier soir, donc les autorités françaises, du moins préfectorales, n'avaient pas fermé l'accès aux Champs-Élysées, oui, ce qui était fait. Oui. Donc, il n'y avait pas. Mais qui les a fortement sécurisés. Oui, tout simplement. Bon, après ils ont quand même fermé toutes les stations de métro. Oui, mais je pense que ça, ils le font. Pas toutes les stations de métro. Non, autour des Champs-Élysées. Autour des Champs-Élysées, oui. Ça, ils le font de toute façon parce qu'ils ont même un programme sécuritaire pour sécuriser la zone qu'ils ont depuis quelques mois avec les Gilets jaunes, qu'ils mettent en place. Mais par contre, ce qui est extrêmement important à signaler, c'est que le problème, ça pose un problème. Parce que c'est le rapport d'abord mémoriel de la société française par rapport à tout ce qui est algérien, oui, tout ce qui est manifestation. Quelque chose qui traîne dans la mémoire. De vieux relents, peut-être. Oui, mais c'est pas que. Ça se transmet par les gènes, hein, le néocolonialisme. Mais de toute façon, c'est pas du tout ça. C'est qu'aujourd'hui, en France, il y a un déclassement social. Oui. Il y a un déclassement social qui est une très ghettoisation de populations entières. Exactement. Donc le déclassement fait que beaucoup de Français, toute origine confondue, ont du mal à cohabiter. Ce qui est une réalité. Ils ne cohabitent pas parce qu'ils ont des différences culturelles. Non, mais tout simplement parce qu'ils sont déclassés socialement. Vous avez des personnes qui ne voudraient pas se retrouver dans des quartiers ghettoisés. Parce qu'il y a l'image et la position sociale et tout ce que ça charrie avec. Donc, le volet de la presse qui fait ses choux gras, moi je dis c'est de bonne guerre jusqu'à une certaine limite. Donc, où commence l'éthique, où finit le marketing, là on laisse un peu les citoyens juger de ce qu'ils font. Mais il y a quelque chose aussi de très important, c'est que la France doit régler ses problèmes franco-français. Même s'ils ont des ascendants tunisiens, marocains, algériens, beaucoup de citoyens, leurs parents sont nés ici. Oui, oui. Pour certains, leurs grands-parents sont nés ici. Oui, oui. Mais donc, il reste des basanés. Oui, après le problème est beaucoup plus complexe que ça. Oui, j'imagine bien. Moi, je n'aime pas le mot intégration parce qu'il ne rime à rien. Je dis tout simplement, vivre dans la dignité. Vivre dans la dignité, c'est accéder au travail. C'est pouvoir payer soi-même son loyer, ne pas dépendre de minima sociaux, contrairement à ce que l'on dit. Et puis, c'est un pays où on a tendance à parler beaucoup plus des trains qui arrivent en retard que des autres. Je le redis ici, le spécialiste de la greffe de foie ici est un Algérien qui opérait jusqu'à il n'y a pas très longtemps au CHU de Nantes. Il est parti parce qu'il a demandé tout simplement une reconnaissance d'un titre de professeur. On le lui a refusé. Alors qu'il a plus de 1000 greffes de foie à son actif. C'est incroyable. Et des gradés de professeurs de médecine sont passés par sa main en formation, ce qui n'est pas le cas. C'est un très grave problème. Et que la France met carrément sous le tapis, en fait. Oui, mais c'est-à-dire qu'aussi... Il parle de choses et d'autres en surface, comme ça, mais ce dont vous nous parlez, qui va un peu dans le fond des choses, hein, ça vient de très loin, et c'est très grave, et c'est très profond, et c'est très complexe. Ce n'est pas comme le disait Zemmour, qu'il suffisait de changer son prénom. Ah non. Lui qui oublie que son nom est de connotation maghrébine. Zemmour, Berber, qui veut dire l'olivier. Voilà, oui. Alors, il demande aux gens de changer leur prénom. Ça veut dire ce n'est plus de l'intégration, ça devient de l'assimilation dans le sens digestif du terme. Ça veut dire assimiler en tant que tout est disparu. Quoi. Mais il y a du rétropédalage, en fait. Il y a une panne dans la réflexion politique en France. Ce qui se passe, c'est qu'on reprend toute la pensée maurassienne,
qui tout d'un coup, chez des jeunes aujourd'hui qui entre 30 et 40 ans, redécouvrent la pensée maurassienne. Oui, mais encore que Maurras n'avait pas le même contexte qu'aujourd'hui. Non, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu l'affaire Dreyfus et qu'il y a eu les camps de concentration. Ouais. C'est-à-dire que le travail sur la mémoire n'a pas été fait et c'est pour ça que cette pirouette permet aujourd'hui à l'extrême droite, il faut le dire... Entre-temps, la couche victimaire a changé d'identité. Les Youpas des années 30, maintenant, c'est les bas années. Hein. Alors, Issa Rahmoun, au sujet de ce qui s'est passé en France, de ces manifestations qui sont très bien passées et dont on n'a rien dit dans les télévisions, contrairement à ce qui était prévu. Oui, Issa Rahmoun. J'ai pas compris, Ahmed Jamal. En France, tout le monde dans les télés françaises, dans les médias d'une façon générale, avait prévu quasiment l'enfer après la victoire de l'équipe algérienne, au point où beaucoup souhaitaient que l'Algérie perde pour qu'il n'y ait pas de problème. Certains magasins dans les Champs-Élysées ont quasiment placardé leurs vitrines, ils les ont blindés. On a fait venir de la police d'un peu partout, on a mobilisé des forces de sécurité de façon absolument extraordinaire, un véritable état d'exception. Des centaines d'experts se sont répandus dans les journaux, dans les télés, dans les radios pour nous prévoir l'apocalypse. Et finalement, il ne s'est rien passé. Et tout ce beau monde-là n'a rien dit. Ils n'ont pas dit « Ah, bravo, les Algériens ». Ils ont fêté ça dans l'enthousiasme, la bonne humeur. Ils n'ont rien cassé. Ils ont nettoyé leurs rues. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se lit en Algérie? C'est pas un grand étonnement, en fin de compte. Je voudrais dire, avant d'aborder ce sujet... Oui. Issa Rahmoun? J'espère qu'on n'a pas été coupé. Ah, nous l'avons perdu? Nous avons perdu Issa Rahmoun. Nous allons voir en attendant de le récupérer. Jamila Harshawi, nous allons d'abord montrer quelques images de ce qui s'est passé à Montréal et puis nous demanderons à Jamila Harshawi de commenter. Là, c'est la police canadienne qui brandit le drapeau algérien et qui danse avec les Algériens. Jamila Harshawi, au sujet des manifestations en France et de ce qui s'est passé à Montréal, et un peu partout au Canada où vivent des Algériens. Vous savez, les manifestations ici se déroulent de façon extraordinaire et on est entouré par la police, c'est-à-dire qui bloque la circulation et puis qui nous protège. Hein. C'est pas comme c'est le cas en Algérie. Et puis, tous les masques sont tombés, en fait, hein, par rapport à cette révolution. Donc, les masques sont tombés, que ce soit par rapport aux dictatures ou par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc, il y a une abolition totale des frontières et les gens se connaissent entre eux, se découvrent. Moi, je marche, par exemple, dans la rue. Il y a des gens qui m'interceptent et puis qui me demandent, et puis ils sont au courant de ce qui se passe, ils suivent. Que ce soit la Coupe du Monde ou la Révolution. Et ça, c'est extraordinaire. C'est là, justement, que refusent d'admettre les dictateurs. Par exemple, le régime finissant en Algérie, qui essaye de tout récupérer, c'est pas nouveau, en fait. Ces gens-là ont toujours essayé de récupérer tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus noble, tout ce qu'il y a de plus sacré. Et cela se passe chez nous depuis 62, où ils ont récupéré la révolution et pendant des années, des dizaines d'années, ils n'arrêtaient pas de nous répéter pendant qu'ils nous pillaient en parallèle, pendant qu'ils étaient en train de s'accaparer des plus belles villas coloniales, pendant qu'ils étaient en train d'opprimer une grande partie de la population, ils ont assassiné, ils ont fait... C'est exactement la même chose qu'ils sont en train de reproduire actuellement. Donc, ils n'ont pas changé. Ils sont même revenus un peu vers les années 70. Ils ont stagné dans ces années 70, d'ailleurs. Alors que les jeunes, on les voit vivre en plein dans le 3e millénaire. C'est des jeunes qui parlent, qui discutent avec les jeunes du monde entier, en train de s'inscrire déjà et de se projeter dans l'avenir.
c'est anachronique, c'est complètement... Vous avez face au jour et à la nuit, c'est pas possible. Ces gens-là, c'est un peu comme en Égypte, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la Révolution, ils étaient en train de chasser les manifestants à dos de chameaux, sur le dos des chameaux, pendant que les jeunes, par exemple, ce qui se passe actuellement avec le Maroc, avant c'était la main étrangère, ils agitaient la main étrangère, ils agitaient donc ils ont diabolisé la Kabylie en traitant Ahmed et tous ceux qui se sont rebellés contre l'armée des frontières de traîtres. Et ça a continué tout au long de... Et là, ils sont en train de reproduire et de réanimer ces relents, justement, des années 70, comment dire, le Qawmiya al-Arabiya et l'akhiré. Et la plupart de ces gens-là qui soutiennent ce régime sont des personnes très souvent qui sont très âgées. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors que les jeunes, vous savez, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Ils se reconnaissent pas dans ce discours. C'est un discours qui est complètement obsolète, qui est périmé. C'est pas possible. Mais Jamila, justement, comme il ne reste plus beaucoup de temps, nous allons devoir accélérer un peu. Je vais vous poser la dernière question avant de vous libérer. Au sujet de cet élargissement, de cette libération des fils du général Hamel, ex-DGSN, et du fils de Abdelmajid Tebboune, ex-premier ministre, qui ont pourtant été inculpés de très graves affaires, qui sont un secret pour personne, en fait, en Algérie. Ils ont été libérés. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Mais vous savez, moi, personnellement, je vous dis ce que je pense. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. C'est un régime qui souffle le froid et le chaud, qui veut faire la pluie et le beau temps. Et puis, moi, je l'ai toujours pensé, au départ, quand il y a eu ces arrestations, spectacles et tout, qui me dit qu'ils ne vont pas être acquittés? Je veux dire, comme ça a été le cas en Égypte, avec Moubarak et son fils et tous les responsables qu'ils ont relâchés. Donc, et puis, vous voyez un Karim Boussalem, par exemple, à la télé, qui vous dit carrément comment ça, les gens, ils croient en ces arrestations, ils les applaudissent, ils se menouent mais ils se menouent le Gaïd Salah. C'est-à-dire que, comment se fait-il, indirectement, il voulait dire pourquoi on traite Gaïd Salah de traître. C'est-à-dire, c'est comme si le Père Noël m'a ramené quelques cadeaux, donc je dois croire que le Père Noël existe. C'est ça qu'ils veulent nous dire, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent nous imposer des œillères. Eux, ils ont des œillères. Nous, tout le peuple doit porter des œillères. On doit être tous les soldats, Abel Moudjahid et l'akhiré. Voilà. Merci, Jamila Harshawi. Au plaisir de vous revoir. Alors, mes chers amis, il nous reste après une dizaine de minutes deux sujets. Il nous reste donc ces élargissements, cette libération de fils de barons du régime, sans presque aucune explication. Après qu'ils les aient accablés d'une façon incroyable, ils les ont fait passer pour les plus grands pillards jamais vus dans ce pays. Et l'autre sujet, c'est au sujet du Hirak d'hier, qui a été vraiment exceptionnel, absolument incroyable, surtout par les slogans. Sha'bou Yorodi al-Istiqlal, etc. Alors je vous laisse en parler. Sur le premier point, en ce qui concerne ces libérations, tant qu'on n'a pas une justice indépendante, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qui les ont mis en prison. Gaïd Salah dit que la justice est indépendante et on doutait seulement de la trahison. Oui, si la justice est indépendante de Gaïd Salah, pourquoi elle ne met pas en prison les corrompus qui lui sont proches? Donc la justice n'est pas indépendante. Elle n'est pas encore indépendante. À quel titre et sous quelle accusation elle met en prison des jeunes qui ont levé l'emblème Amazigh? Ça n'existe pas dans le code pénal. Ce sont les instructions du commandement militaire. Et ce sont les instructions du commandement militaire qui font rentrer en prison les uns et pas les autres. Commandant l'Akhdar Bourga. L'Akhdar Bourga, on le sait maintenant que c'est Gaïd Salah qui a piqué une crise et qui l'a mis en prison. Pourquoi le Za'lan, proche de Gaïd Salah? Il est 3 fois sous contrôle judiciaire. Et Ruiz pas Ruiz. Zour. Zour, 3 fois sous contrôle et dont tout le monde judiciaire. Connaît l'état de. Oui, mais comme il était wali d'Alger, il a distribué à beaucoup de gens. Donc certains n'ont pas envie qu'il parle. Voilà. Et pardon, les deux ministres qui ont été mis sous contrôle judiciaire et qui, dont l'un est toujours en activité. Est toujours en activité. Ils ne l'ont pas mis en prison parce que sinon, ils n'ont pas le droit d'en nommer un autre. Mais est-ce que c'est imaginable qu'un ministre en exercice
soit mis sous contrôle judiciaire, oui, qu'il aille sans pointer se deux mettre fois en réserve de la République. Oui. Et il va pointer au commissariat et après il va voyager, après il va signer des contrats de millions de dollars. Et on revient à là où on avait commencé, c'est-à-dire qu'ils sont d'une nullité incroyable. On n'est plus dans la Constitution, on n'est plus dans l'extra-constitution à peu près à la marge, on n'est dans rien du tout. Dans aucun pays, ça n'existe. Un ministre mis sous contrôle judiciaire. Et qui est en activité. En activité, oui, oui, bien sûr, parce que s'ils le mettent en prison, ils n'ont pas le droit d'en nommer un autre. Voilà la situation dans laquelle ils se sont mis. C'est absolument... Après, le deuxième point... Alors, je reviens à vous. D'accord. C'est un état de décomposition, en fait. Hein. Donc, il ne faut pas chercher une certaine logique ou une certaine cohérence. Hein. C'est-à-dire que taga à la montagne, comme on dit chez nous. Hein. Mais à ce point, Boukhalifa, ils vous disent le chef d'état-major va tout mettre en prison et tout c'est corrompu, tient compte de rien. D'abord, il ne met pas ses proches, comme le dit Yahya, en prison. Et puis, il commence à libérer maintenant parmi les plus gros requins. Il n'a pas libéré des gens qui sont un temps soit peu inquiétés, mais c'est de gros requins, les fils de Ham. Mais la technique, elle est bien rodée, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie de cristalliser. Parce qu'on pense que le peuple, on peut cristalliser sa colère. Mais en fait, ce n'est pas une colère, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'on est dans une révolution, on est dans un autre paradigme. On n'est pas en 88, ce n'est pas Chérif Msaadia, ce n'est pas une colère pour qu'un individu ou un groupe d'individus puisse la cristalliser. Non, ils n'ont pas compris. Ceux qui sont en train de comprendre en reculant et malgré eux-mêmes, c'est que c'est des conditions exceptionnelles, c'est une révolution qui est en train de se passer. Et c'est que le peuple ne se contente pas, parce qu'il ne réclame pas la justice du glaive, il réclame une justice équitable, et que les gens répondent de leurs crimes, qu'ils soient économiques, qu'ils soient... Il ne faut pas oublier que Kamal Fkhardine, il est mort en prison. Alors que assassiné, bien sûr, même toutes les conditions ont concouru pour qu'il soit assassiné et c'était politiquement programmé. Il y a encore des militants du Mzab qui sont emprisonnés. Salah Dabouz lui-même, avocat de son État, est obligé de pointer 3 fois par semaine à Ghardaya, sachant qu'il pratiquait à Alger, qui est une mesure vexatoire, qui est une mesure pour empêcher. C'est un message subliminal qu'on envoie aux autres. Vous avez un groupe d'avocats qui sont organisés à Alger, attisés un peu partout pour aller au-delà. Donc la peur, il n'y a plus de peur, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et ils n'ont pas compris que ça ne marche plus, les gens du régime? Ben non, mais ils sont en train de jouer leur cartouche parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver à une table de négociation qu'ils vont superviser. Ils ne disent pas négociation. Hein. Oui, bien sûr, ils ne disent pas. Ils disent dialogue. Hein, oui, bien sûr. Et ils ne s'impliquent pas dans le dialogue ou dans la négociation. Oui, mais eux sont l'arbitre. Oui, mais vous aurez remarqué aussi, malheureusement, on essaie de remettre en selle du personnel politique des années 90, y compris du camp démocratique. Oui, y compris du RND. Voilà, ouais. Donc ce qui est dramatique, mais de but en blanc, le peuple refuse. Refuse parce que comme c'est une révolution, il y a d'autres légitimités qui vont se consacrer. Cette révolution va accoucher de personnalités politiques qui vont émerger de son sein. Vous savez, l'une des premières choses... Naturellement. Il m'est arrivé d'avoir discuté avec des jeunes et quand ils m'ont dit, quand ils ont appris la tranche d'âge de ceux qui ont conduit novembre, oui. ils n'en revenaient pas. Oui. Le plus vieux d'entre eux avait à peine 27-28 ans. Oui. Oui. Et là, il y a, quand on se réapproprie son histoire, il y a une identification. Parce qu'on n'a pas eu de héros. Parce qu'ils sont devenus anonymes. Et maintenant, quand on parle de Ben Ramadan, quand on parle de l'Arabi Ben Mehdi, quand on parle de tous ces gens-là, c'est-à-dire qu'on a un regard lucide sur l'histoire, mais on a besoin de nous identifier à des héros qui ont consenti à un sacrifice. Alors Ben Ramadan savait où il allait, mais l'un des legs de Ben Mehdi a été de dire qu'il souhaitait mourir avant l'indépendance. Oui. Et quand les Algériens qui ont un minimum de prise de conscience, quand ils lisent ça, je peux vous dire que ça fait dresser les poils des gens.
Sur le dernier point, donc des slogans absolument extraordinaires. Des millions de gens sont encore sortis à un moment où tout le monde commençait à dire « Ah, c'est l'essoufflement, ça commence un peu à partir en vrille, les gens sont fatigués après 22 semaines. » Et là, hier, ça a été absolument incroyable. 22 semaines, on est au cœur de l'été. Oui. Et une chaleur, une canicule absolument incroyable. Heureusement que les gens jettent de l'eau des fenêtres et arrosent les manifestants. Et toujours cette mobilisation qui ne va pas s'arrêter, ni en juillet, ni en août. À partir de l'instant où ça ne s'est pas essoufflé comme ils l'espéraient pendant le mois du Ramadan, ils auraient dû comprendre. Ensuite, ils ont essayé de diviser en utilisant tout. Rien n'a marché. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ce peuple retrouve ses droits. Et même si ça donne l'impression de s'essouffler, c'est juste parce que les gens disent « Bon, je fais confiance à mes compatriotes qui sortent, je vais me reposer un peu la semaine prochaine. » En fait, les gens sont toujours disponibles. On réserve de la révolution, j'allais dire. Mais on va aller plus loin. Imaginons que ça s'arrête, qu'il n'y ait plus personne. Ils sont fatigués, ils ne sortent plus. Et alors, ils vont faire quoi? Ils vont aller aux élections? Qui c'est qui va venir voter? Ils ont une marge. Ils vont importer un peuple. Voilà, il faut qu'ils cherchent notre peuple parce que les Algériens n'iront pas voter dans ces conditions-là, avec ce même système, ces mêmes ces médias qui, hier, le matin, ils n'ont pas vu, l'après-midi, ils n'ont pas vu les millions d'Algériens dans la rue. Par contre, le soir, ils les ont vus sortir fêter la victoire. Football, parce qu'ils pensaient que... Voilà, et aujourd'hui, quand l'équipe est rentrée dans le bus, ils coupaient le son. Parce que les supporters, voilà, disaient les slogans, l'istiqlal ou bladna ou Al Nahar, pour la cité, couper le son. Le son, dès que les slogans ont commencé à monter, ça a été coupé. Voilà, donc ils sont dans les années 70. Je vais encore rajouter un mot pour terminer. Il n'y a pas d'exemple d'une révolution au cours de laquelle il y a une victoire sportive aussi importante, continentale ou mondiale. C'est la première fois qu'un peuple en pleine révolution réussit l'exploit, en même temps, d'arracher une victoire sportive de cette importance. Mais vous avez remarqué, je vais vous laisser le mot de la fin, au début de mon intro tout à l'heure, j'avais dit la chance. Hein? Vous n'avez pas remarqué que toutes les affaires, toutes nos grandes chances, tous nos grands rendez-vous tombent le vendredi? Il fallait le faire hein, pour faire tomber... En fait, oui, mais en fait, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a quand même à un moment donné une symbiose qui se crée, parce que encore une fois, c'est ce rapport à l'histoire, parce qu'on se fait porter, parce qu'on n'essaie pas de résister. Parce que ceux qui résistent, c'est ceux qui, à un moment donné, il y a une petite voix qui leur dit non, si tu ne te positionnes pas maintenant, c'est comme la Révolution. Il y en a qui ont été, quand on n'a pas été avec, c'est qu'on a été contre. Malheureusement, c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, si on ne se positionne pas, c'est le cas. Moi, ce qui me fait plaisir ça me touche profondément quand je vois ce niveau de conscience. Un joueur qui tient ce propos, c'est extrêmement profond. C'est une fierté aussi. Il fait corps avec la population et l'autre qui remet encore une couche en n'oubliant pas d'où il vient. Ce n'est pas leur rôle aussi. Mais de là où ils sont, de la position qu'ils occupent, ils ont compris qu'ils avaient ce double rapport à la fois avec le peuple qui leur a donné naissance et le rapport qu'ils ont à l'histoire et ce qui est en train de se passer. Et ils se rendent compte. Tout le monde se rend compte de ce qui est en train de se passer, sauf le système, le régime qui reste enfermé dans sa tour d'ivoire. Et encore une fois, le sens et la direction qu'empruntent les événements font qu'on voit, ce n'est pas un essoufflement. Et je peux vous dire, sans me tromper, je ne fais pas des prévisions de Madame Soleil, mais je peux vous dire que dans 10 ans, dans moins de 10 ans, toute la rive nord-africaine, on sera au même point. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Boukhalifa Ben Mamar. Merci beaucoup, Yahya Bounouar. Merci beaucoup à Issa Rahmoun que nous avons malheureusement perdu. C'est dommage. Merci à Jamila Harshawi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Et nous vous demandons de nous pardonner pour les petits incidents techniques qui sont produits dans cette émission. Khawa la khair, b'slama.